Bonjour à tous. Aujourd'hui, moi, je viens vous parler... Vous m'entendez bien, hein? Ça marche? Oui. Je viens vous parler de la stratégie de test qu'on a mis en place chez Antidote. Donc, Antidote, c'est l'entreprise où je travaille, qui développe un produit qui s'appelle Fluid Topics. Et pourquoi vous parler de cette stratégie? Parce qu'on travaille dans un contexte un petit peu particulier. On a un ratio testeur-développeur qui est légèrement inhabituel. Je suis la seule testeuse face à 25 développeurs. Je profite très rapidement pour remercier la ParisTestConf, bien sûr, de m'avoir donné l'opportunité de vous présenter ces slides. Et merci Nicolas pour ton aide pour la préparation. Alors, je me présente tout d'abord. Donc voilà, je suis Anaïs Fournier. Aujourd'hui, j'ai 5 ans d'expérience en tant que testeuse logicielle. Mais comme 90% des testeurs, je n'ai pas commencé par ça. D'abord, j'étais ingénieure de recherche en bioinformatique. Je travaillais notamment sur de l'analyse de génomes d'insectes, notamment des pucerons. Et puis au bout de 3 ans, le marché de l'emploi aidant et puis mes envies aussi, je me suis naturellement tournée vers le métier de testeur logiciel. Donc j'ai fait une reconversion très rapide. Après quelques semaines de formation, j'ai été embauchée chez l'ESN Sogeti, où j'ai travaillé pendant 2 ans sur différents projets, entourée de plein de testeurs, sur des projets surtout en cycle en V. Et puis, après 2 ans de congé parental, j'ai intégré Antidote en 2020, donc en tant qu'ingénieur de test encore, sur le produit Fluid Topics. Fluid Topics, qu'est-ce que c'est? Très rapidement, quand même, pour vous donner mon contexte, c'est un portail web qui va permettre de faire de la publication et de la visualisation de documentation technique avec tout un tas de fonctionnalités autour de tout ça. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Je vais vous donner un petit peu plus de contexte sur mon contexte, sur notamment plus d'informations sur comment se passent nos releases. Je vais ensuite vous détailler notre stratégie qui est basée sur les risques. Et ensuite, je pourrai rentrer un petit peu plus dans les détails de mes activités principales en vous divulguant les 5 moments clés du test chez Antidote. Et dans une dernière partie, j'essaierai de vous montrer que c'est plutôt efficace. Alors tout d'abord, je vais pas vous mentir, quand je suis arrivée chez Antidote, ce ratio de 1 pour 25, il m'a clairement fait un peu peur. Je pense qu'on s'est déjà tous posé la question de quel est le ratio idéal testeur-développeur dans une entreprise pour avoir un produit de qualité. C'est une question qu'on s'est sûrement déjà tous posée, mais finalement, est-ce qu'on a la réponse? Pas forcément. C'est une question qui est très difficile à répondre. Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre des entreprises. Et moi, je savais pas. J'ai lu plein d'articles, j'ai parlé avec des gens. Alors, on lit souvent un testeur pour 4 développeurs, des fois 1 pour 3, des fois au moins un testeur dans une équipe par équipe de développement. Des fois, dans certains contextes, on a même du 1 pour 1. Chez Antidote, c'était pas ça. On avait 1 pour 25. Et la question, c'était pas de se dire... c'était pas est-ce que 1 pour 25, ça va marcher? C'était on a un ratio de 1 pour 25. Et donc, comment on va faire pour y arriver? Donc, encore une fois, ça, c'était pas la bonne question. La question, c'était vraiment... comment est-ce qu'on allait pouvoir collaborer? Donc, non pas moi toute seule face à 25 développeurs, mais bien comment à 26, on allait pouvoir travailler ensemble pour délivrer un produit de qualité au fil des releases. Donc, l'idée, c'est vraiment que chez Antidote, le testeur n'est pas le seul garant de la qualité. Les développeurs sont particulièrement impliqués et c'est ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui. Donc, juste très rapidement, mon contexte, mais là, je pense que vous l'avez compris. Donc, on a chez Antidote environ 80 collaborateurs, mais donc 25 développeurs qui sont répartis en 5 équipes différentes. Et moi, je suis dans une équipe séparée. Alors, un petit peu plus de détails sur nos releases maintenant. Donc, je l'ai dit à demi-mot, mais donc pour Fluid Topics, on suit une démarche agile. On a des sprints avec 3 semaines par itération. Et on a une release mineure au moins une fois par semaine. Ça peut arriver même qu'on en ait bien plus que ça, tout simplement parce que chacune de nos 5 équipes de développement sont autonomes pour faire des releases. Et donc, on peut en avoir juste 5, voire plus. Plus pourquoi? Parce que bien sûr, ça peut arriver, malheureusement, mais qu'on ait des bugs critiques en production. Et dans ce cas-là, on est aussi tout à fait capable de préparer une release pour proposer un fixe à ce bug le plus rapidement possible. L'avantage d'avoir plein de petites releases mineures plutôt que 2 releases majeures, 1 à 2 fois par an, c'est l'idée, bien sûr, l'idée principale, c'est d'apporter de la valeur régulièrement à nos clients. Mais en termes de test, qu'est-ce que ça nous apporte? Eh bien sûr, le périmètre de test va être plus restreint.
il y aura moins de risques de régression, ou en tout cas, s'il y en a, elles vont être plus facilement localisables. Donc, on a voilà, un certain nombre de releases majeures, de releases mineures, mais on a aussi des releases majeures. On en a 2 fois par an, une au milieu de l'année, vers le milieu de l'été, et une à la fin de l'année, juste avant Noël. Ces releases, elles sont surtout majeures en termes de communication. Ça va vraiment être l'occasion pour le marketing de communiquer sur l'ensemble des fonctionnalités qui sont arrivées sur le semestre. Mais c'est aussi l'occasion de déployer massivement des nouvelles fonctionnalités qui étaient déjà là, mais qui étaient potentiellement cachées derrière des boutons d'activation. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ces releases majeures parce qu'elles vont être l'occasion d'une étape de test un petit peu donc voilà, donc en arrivant chez Antidote, j'ai rencontré un certain nombre de difficultés dans ce contexte un petit peu particulier. Donc là, j'ai essayé de réunir les difficultés que j'ai pu rencontrer. Ce sont des difficultés qui sont assez classiques dans le monde du test. Mais dans ce contexte de testeuses isolées, j'ai vraiment eu l'impression, en tout cas sur moi, qu'elles avaient un effet, qu'elles étaient un peu décuplées. Je vais en parler juste de quelques-unes, bien sûr, le fait de vouloir tout tester, mais dans un contexte où on est la seule testeuse face à 25 développeurs, c'est impossible, surtout dans ce contexte de flux constant, incessant, des releases toutes les semaines. Le fait de devoir suivre 5 équipes différentes, donc c'est-à-dire suivre 5 boards de développeurs qui travaillent en même temps, c'est compliqué. Le fait aussi de travailler avec 25 développeurs qui n'ont pas forcément l'habitude, qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler avec une testeuse ou un testeur. Et en plus, le fait que je sois dans une équipe séparée, bien sûr, l'intégration, elle était plutôt difficile à mettre en place et la communication, elle était souvent unilatérale. Donc ça, c'était un peu la tête que j'avais quelques semaines ou quelques mois après avoir commencé chez Antidote. Et l'idée, c'était vraiment d'essayer de trouver une solution pour éviter de partir en burn-out ou en tout cas éviter de se laisser complètement déborder par la charge de travail qui pouvait découler de ce contexte. Donc c'est comme ça que j'en arrive à ma deuxième partie qui va être de vous présenter la stratégie qu'on a mis en place qui est basée sur les risques. Donc pourquoi faire une analyse des risques ? Tout simplement parce que dans ce contexte, il va absolument falloir prioriser. On le sait tous, un produit sans bug, ça n'existe pas. Et notamment dans mon contexte d'une appli web, une appli web c'est améliorable à l'infini, un produit parfait ça n'existe pas. Et dans ce contexte, c'est vraiment important du coup de concentrer ses efforts sur les parties qui sont réellement importantes. Par exemple, encore une fois sur une appli web, aller tester son appli sur 40 mobiles différents, sur 6 navigateurs web différents, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, surtout quand on sait que 90% de nos utilisateurs travaillent sur Windows et sur Chrome. Donc l'idée, c'est vraiment, encore une fois, de tester utile, de gagner du temps. Donc comment on fait ça ? Donc l'idée, je l'ai dit, mais concentrer nos efforts sur les parties du produit qui sont les plus risquées. Donc d'abord, il va falloir définir ce que sont ces parties. Donc pour faire ça, j'ai découpé le produit en briques principales, en composants de notre système. Et pour avoir une meilleure granularité, un détail un petit peu plus fin, j'ai découpé encore une fois ces composants en briques secondaires que j'appelle ici des capabilities. C'est le terme que je vais utiliser dans les slides, mais en quelque sorte, ce sont les fonctionnalités principales de notre produit. Ce qu'il faut retenir de cette slide, c'est que cette liste, elle est bien sûr... Elle est bien sûr en constante évolution, elle n'est absolument pas gravée dans le marbre et elle suit l'évolution de notre produit. Donc quand des nouvelles fonctionnalités apparaissent, on met à jour cette liste de capabilities. Juste pour illustrer très rapidement, pour FleetTopics, moi j'ai aujourd'hui une 20aine de composants et une 60aine de capabilities. Une fois qu'on a ces informations, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va vouloir analyser notre risque. Donc sur quoi peut-on se baser pour définir un risque ? Pour nous, le plus important, ça va être l'impact qu'un bug pourrait avoir sur le client. Donc, premier facteur, l'impact. Ce facteur, c'est un aspect qui est purement métier. Et donc, il faut avoir connaissance des utilisations, des attentes de nos clients. Pour ça, on a choisi 4 valeurs allant de minimal à maximal. Pour donner un exemple, encore une fois, donc chez FleetTopics, un bug minimal, ça pourrait correspondre à
un léger souci d'affichage sur notre application web, mais qui n'empêcherait en rien l'utilisation de notre outil, alors que par contre, un bug maximal, ça correspondrait du coup à un bug qui impacterait une fonctionnalité essentielle de notre application. Et là, ça pourrait être un bug sur l'authentification, par exemple, qui empêcherait du coup d'accéder à tout un tas de fonctionnalités en plus. Un bug qui a un impact minimal, c'est pas super grave, et sûrement ça va pouvoir être corrigé assez rapidement. Par contre, si ce bug il venait à réapparaître régulièrement en production, le risque c'est que ça remette en question notre produit, enfin ça remette en question plutôt la crédibilité de notre produit auprès de nos clients. Donc du coup, il y a un deuxième facteur qu'il va falloir prendre en compte, et ce deuxième facteur, ça va être la probabilité d'apparition d'un bug. Pour ça, du coup, ça va être une analyse technique pour choisir la valeur. Là, on a aussi défini 4 valeurs allant de rarement à souvent. Alors, soit une analyse technique, soit on va aussi pouvoir se baser sur l'historique des bugs de cette fonctionnalité. Et quand cette fonctionnalité est nouvelle, on va pouvoir se baser, par exemple, sur l'expérience qu'on a de fonctionnalités qui sont similaires. Donc maintenant qu'on a ces deux informations, l'idée, ça va être de définir un impact et une probabilité d'apparition d'un bug pour chacune des capabilities de notre liste. Et à partir de ces deux informations, on va pouvoir les regrouper pour avoir un risque. Voilà, donc on va pouvoir avoir un risque. Et donc, on va pouvoir ensuite représenter ce risque. Il y a plusieurs représentations qui vont être possibles. Soit on va faire un calcul d'impact fois souvent on fait le risque égale l'impact fois la probabilité du bug. Moi j'aime bien aussi l'idée de faire des matrices pondérées, mais on peut aussi faire une matrice. Je vais vous montrer plutôt cette représentation là qui est la représentation assez classique d'une matrice de risque, où pour chaque niveau du coup de probabilité et d'impact, on va avoir donc à l'intersection, je vous ai mis entre chevrons le nombre de capabilities qui se retrouvent à ce niveau de risque donné. Et donc l'idée, bien sûr, ça va être ensuite de concentrer, prioriser nos efforts de test sur les capabilities qui ont été évaluées comme étant à risque important. Donc par exemple, fort et extrême, donc les parties plutôt rouge et orange foncé. L'idée ici, ce qui est très important, et c'est ce que je veux refaire ressortir aussi, c'est que cette matrice de risque, c'est vraiment un travail qui est collaboratif. Ce n'est vraiment pas le travail de moi, la testeuse, toute seule, tout simplement parce que quand j'ai commencé à mettre cette stratégie en place, je venais d'arriver chez Antidote. Ça faisait quelques mois quand même, mais je n'avais clairement pas le recul et l'expérience nécessaire pour aller assigner des valeurs qui étaient cohérentes. Donc du coup, j'ai vraiment fait appel à toutes les personnes qui pouvaient avoir une expertise à apporter pour la définition de ces valeurs-là. Donc potentiellement, bien sûr, les développeurs, quand on va parler d'analyse technique, mais j'ai également fait appel aux équipes produits, les product owners, les équipes de support, pour donner leurs avis, notamment sur l'impact utilisateur. Et encore une fois, tout comme l'impact, c'est pareil, on continue à aller demander l'avis des équipes produits pour vraiment ajuster notre valeur d'impact sur des feedbacks utilisateurs et sur des avis objectifs. Voilà, du coup, donc maintenant on a vraiment on a déjà une base solide là pour prioriser. Maintenant, on sait ce sur quoi il va falloir commencer à travailler. Et du coup, ça c'était la tête plutôt que j'avais, donc qui a un petit peu changé après plusieurs mois de travail là-dessus. J'étais plus sereine et donc j'allais pouvoir bien prioriser mes efforts sur les parties les plus importantes. Donc maintenant, je vais pouvoir attaquer la troisième partie de cette présentation où je vais pouvoir maintenant vous divulguer vraiment les 5 moments clés du test chez Antidote, et vous allez voir qu'un certain nombre d'entre eux se base sur cette analyse de risque. Tout d'abord, tester, c'est pas seulement trouver les bugs juste avant qu'ils arrivent en production. Tester, c'est aussi essayer de les détecter avant même qu'ils apparaissent. Donc, dans ce cadre, la phase numéro 1 de test chez Antidote, c'est vraiment la testeuse qui va, moi, qui vais essayer d'agir en tant que consultant
pour aider les PO et les développeurs à éclaircir au mieux les stories. Donc dans ce cadre, on a mis en place différentes choses. Je participe à toutes les réunions de raffinage des stories, enfin plutôt des fonctionnalités, avant même que ça soit découpé en story. Donc l'idée, bien sûr, c'est de se rassembler autour de la table avec des PO, des développeurs, moi la testeuse, peut-être des designers aussi, et pour vraiment tout de suite commencer à se poser les questions et à identifier le plus en amont possible des potentiels problèmes qu'on pourrait rencontrer. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre en place? Eh bien, on fait aussi, une fois que les stories ensuite sont découpées par les product owners, on va faire de l'analyse de risque directement au niveau du ticket Jira. Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails de cette partie-là. Puisqu'il n'y a pas si longtemps, je vous parlais de matrice globale. Alors, pourquoi maintenant vous parlez d'analyse de risque au niveau du ticket? La matrice de risque globale, générale, elle est vraiment très très importante. Elle m'apporte énormément d'informations, à moi, la testeuse, mais ça reste un tableau Excel. Et un tableau Excel, en tout cas pour moi, ça m'a vraiment pas paru être la meilleure façon pour évangéliser, communiquer autour du risque dans la boîte. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de complémenter notre matrice de risque en ajoutant une analyse de risque directement au niveau du board, donc au niveau des tickets story. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Moi, toutes les semaines, je fais des revues de board avec les PO. Donc je vous rappelle, il y a 5 équipes de développeurs, il y a 5 PO. Enfin, 4 PO. Qui gèrent les 5 équipes. Donc moi, je fais des revues de board avec ces 4 PO. Et donc, on va analyser, on va regarder toutes les stories qui vont arriver dans la semaine ou dans le sprint. Et on va faire une analyse de risque au niveau du ticket directement. C'est un exercice qui est assez rapide, tout simplement parce que j'ai déjà participé à toutes les réunions de raffinage des fonctionnalités, donc on connaît bien le sujet. Et puis, bien sûr, on va se baser sur cette matrice de risque générale qui existe. Donc l'idée pendant ces meetings, ça va être on va pouvoir assigner. Donc là, je vous montre un ticket Jira qu'on a chez nous. On a rajouté un onglet risque. On va pouvoir assigner, assigner des potentiels risques de sécurité qui pourraient apparaître et rajouter potentiellement des critères d'acceptance pour ça. On va bien sûr assigner des valeurs de probabilité et d'impact, les mêmes que celles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et à partir de ça, un risque va être calculé automatiquement. Donc là, pour ce ticket-là, on aurait un risque qui serait modéré. Donc là, tout de suite, on a déjà une information textuelle visible dans le ticket de la story sur le risque assigné par le testeur et par les PO, et donc qui est directement visible par n'importe qui a accès à ce ticket, notamment le développeur qui va prendre en main cette story. On a voulu aller encore un petit peu plus loin en ajoutant cette information visible et visuelle directement dans le board Jira. Donc pour chaque valeur de risque, on a une couleur qui existe dans Jira. Donc pour un risque faible, ça va être vert. Pour un risque extrême, ça va être rouge. Et donc dès qu'un risque va être assigné à une story, sur le board, la couleur va apparaître sur le bord gauche de ce ticket. Donc là, vous avez l'exemple d'un board d'une de nos équipes de développement où tous les risques ont été assignés. Et donc là, moi, je sais déjà ce sur quoi je vais prioriser mes efforts. Forcément, je vais d'abord aller vers le ticket qui a un bord rouge, puis le ticket qui a un bord orange, etc. L'avantage vraiment de faire cette analyse de risque au niveau du ticket Jira, plutôt que d'utiliser que notre matrice globale, c'est vraiment qu'on va pouvoir, du coup, faire des analyses de risque d'un ticket de façon relative par rapport aux autres tickets qui sont actuellement dans le board. C'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir prioriser nos efforts pour vraiment savoir les sujets qu'on va prioriser sur une semaine en particulier. Et puis bien sûr, l'idée en mettant ces couleurs, c'est que ça soit vraiment visuel et surtout, encore une fois, accessible par toutes les personnes qui ont accès à ce board. Donc si ce n'est pas des développeurs qui ne vont pas aller forcément ouvrir le ticket story, mais là déjà, ils voient environ les sujets qui vont arriver, qu'est-ce qui est risqué, ce sur quoi le testeur va particulièrement se concentrer. Et pour le développeur, bien sûr, c'est un indice pour savoir ce sur quoi on va particulièrement collaborer ensemble. Donc vous vous y attendez, bien sûr, je l'ai déjà d'ailleurs un petit peu dit. Ensuite, selon le risque, bien sûr, les efforts de test vont être différents. Plus le risque va être élevé et plus on va mettre un effort conséquent sur le test et tester tôt. Donc tester en profondeur et tester le plus tôt possible. Donc si le risque est extrême ou haut, par exemple, on va intervenir le plus tôt possible. On va écrire le plus tôt possible des scénarios scriptés. On va les exécuter, bien sûr, faire aussi du test exploratoire avant et après la release. Par contre,
Si la story a été évaluée comme étant moins risquée, eh bien potentiellement, il n'y aura que du test exploratoire et peut-être même qu'après la release. Donc, très rapidement, on a fait les refinement meetings, l'analyse des risques directement au niveau du ticket Jira. On a mis en place également des réunions assez classiques maintenant dans l'agilité, des réunions de type Tres Amigos. Encore une fois, on va vraiment utiliser cette information du risque pour définir sur quelle story on va les faire. Parce qu'encore une fois, je suis toute seule face à 25 développeurs. Donc, il faut bien imaginer qu'il y a beaucoup trop de stories pour passer, sinon je passerai ma vie en réunion. Donc, on va, pour l'instant, on fait ces réunions, en tout cas, sur les stories qui ont été évaluées comme étant à haut risque, donc haut ou extrême. Et pour ceux qui connaissent peut-être pas très bien, l'idée, c'est vraiment de rassembler encore une fois autour de la table un PO, un développeur, un testeur, juste avant que ce ticket parte en développement, pour se poser les dernières questions qu'on pourrait avoir, valider les critères d'acceptance, potentiellement en rajouter, mais surtout être sûr qu'on parte tous dans la bonne direction, dans la même direction. Et puis bien sûr, je vous l'ai dit, en fonction du risque évalué, on va bien sûr essayer de définir le plus tôt possible des scénarios scriptés. Ces scénarios, quand ils sont définis le plus tôt possible, l'idée, ça va être de les mettre à disposition des développeurs. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que les développeurs, ils vont pouvoir les lire. Et s'ils sont là le plus en amont possible, le plus tôt possible, ces scénarios, le développeur, en les lisant, il va potentiellement ensuite éviter un certain nombre d'erreurs potentielles. Pour certains, pour les plus motivés, il y en a même qui vont les exécuter juste avant au cas où me donner la story en recette. Et il y en a aussi, la plupart, ils vont s'en inspirer pour le choix de leur scénario de test automatisé. Je reviendrai là-dessus un tout petit peu plus tard. Qu'est-ce que c'est pour le testeur ? Quel est le gain de temps ? C'est un gain de temps parce que je vais passer moins de temps sur l'exécution et je vais pouvoir concentrer mon temps d'exécution sur des tests exploratoires. En plus de tout ça, j'ai également mis en place des grilles de tests génériques. Ce sont des sortes de checklists dans certaines équipes qui vont être obligatoirement devoir être passées par le PO ou par le développeur avant même qu'on me donne la story à recéter. L'idée, encore une fois, c'est de faire gagner du temps aux testeurs pour que je ne passe pas du temps sur des fonctionnalités basiques d'un écran, mais que je concentre plutôt mes efforts de test sur des cas de bout en bout et sur des cas de test aux limites. Je passe maintenant au temps fort numéro 2. Le temps fort numéro 2, ce sont les tests sur les branches des développeurs. Même si le développeur va pouvoir exécuter les scénarios que je lui ai mis à disposition, bien sûr, en fonction du niveau de risque qui a été assigné au ticket, je vais aller moi aussi passer du temps sur la branche du développeur pour secouer un petit peu la branche et trouver tous les bugs qui pourraient rester à cette étape-là, ou en tout cas tous ceux que je peux. L'idée, c'est bien sûr que tous les bugs qui vont être détectés là, maintenant, c'est autant de bugs qui n'apparaîtront pas ensuite en production. Et bien sûr, à ce moment-là aussi, c'est un gain de temps. Il y a un gain de temps pour le testeur et pour le développeur, parce que cette étape-là, elle se fait vraiment en étroite collaboration et communication avec le développeur. C'est-à-dire que je ne vais pas aller perdre de temps à créer des tickets d'anomalie dans Jira. On communique tout le temps. Et puis pour le développeur, ce qui est simple, c'est qu'il est sur sa branche. Il est encore plongé dans son sujet. Et donc, c'est beaucoup plus rapide de corriger un bug à ce moment-là, plutôt qu'une fois que c'est émergé, plutôt qu'une fois que c'est en production. Donc, c'est un gain de temps pour tout le monde. Donc, étape 1, étape 2, l'idée, c'est vraiment d'identifier le plus tôt possible les bugs avant même qu'ils n'apparaissent et d'identifier, bien sûr, les bugs quand ils sont là, mais au moins avant la mise en production. Par contre, donc tout ça, ça contribue grandement à la qualité du produit, mais par contre, on sait que c'est pas suffisant. Vous l'avez compris, il y a un certain nombre de stories qui va partir en production sans avoir été testé manuellement par la testeuse, par moi. Et donc c'est pour ça que le testeur n'est vraiment pas le seul garant de la qualité et que les développeurs ont vraiment un rôle à jouer. Et vous allez voir, c'est surtout dans ce temps fort numéro 3, puisque ce temps fort numéro 3, ce sont les tests automatisés avant la release. Et ça, ils sont vraiment... ce sont les développeurs qui sont responsables de cette partie-là. Ces tests automatisés, ils ne dépendent, par contre, c'est la seule étape, ils ne dépendent en aucun cas de l'analyse des risques qui a été effectuée par le testeur. Toute story qui va partir en production est couverte par un certain nombre de tests automatisés. Et c'est vraiment ça notre filet de sécurité tout au long de nos releases, étant donné que je ne peux pas passer sur tous les sujets dans notre contexte. Juste pour donner un chiffre, toute équipe combinée, aujourd'hui chez Antidote, on a plus de 22 000 tests automatisés. Et ces tests automatisés, ils vont être exécutés à chaque fois qu'un commit va être poussé sur une branche, à chaque fois qu'une branche va être mergée dans la branche principale, et bien sûr à chaque fois qu'il va y avoir une release en production.
Et c'est vraiment en ça que la qualité n'est pas que l'affaire du testeur. La qualité, c'est vraiment l'affaire de tous. Donc ça, c'était l'étape numéro 3. Et on va passer à l'étape numéro 4, qui sont les tests en production. Alors, il y en a qui disent qu'il ne faut pas faire de tests, bon, que c'est pas souvent très bien parce qu'on peut casser nos environnements. Oui, c'est vrai. Par contre, aujourd'hui, quoi de mieux qu'un environnement de prod pour être le plus proche de la réalité par rapport à nos clients. Les environnements, ils sont très complexes, donc aujourd'hui, le plus proche, c'est d'avoir un environnement de production pour faire ces tests. Pour nous, c'est assez facile, parce que je vous rappelle, Fluidtopic, c'est un portail de documentation technique. Antidote, c'est vraiment le premier utilisateur de ce portail pour communiquer, pour communiquer sa documentation en interne, mais aussi en externe auprès de nos clients. Un certain nombre de portails en production sur lesquels on s'autorise à faire des tests. Donc tout un tas de tests, des fonctionnalités qui vont être en prod caché, des tests de non-régression, des tests de story qui n'avaient pas été testés auparavant par le testeur manuel. Mais on va aussi faire des tests de sécurité. Alors la sécurité, c'est un pan qui est très important chez Antidote et ça fait vraiment partie intégrante de la manière dont on développe notre logiciel, tout simplement parce qu'on veut garantir la sécurité des données de nos clients. Donc dans ce cadre, moi en tant que testeur manuel, je suis responsable de lancer des scans de sécurité sur nos environnements. Donc j'ai commencé bien sûr par des environnements de dev, de pré-prod, mais aujourd'hui je fais aussi tourner des scans de vulnérabilité en production. Ça peut être dangereux, mais pourquoi c'est important ? Parce qu'il peut y avoir des vulnérabilités qui soient spécifiques de cet environnement. Et pour ça, moi j'utilise un outil tiers qui s'appelle OWASP Zap. Et enfin, j'arrive à la dernière partie, phase des temps forts de tests chez Antidote, qui sont les tests de non-régression qui apparaissent lors des releases majeures. Alors, je ne veux pas dire par là que je ne fais jamais, sinon à part à ce moment-là, des tests de non-régression. Mais en réalité, il faut être honnête, avec une release mineure par semaine, si à chaque fois qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui sort, moi je suis obligée de repasser sur toutes les fonctionnalités qui existent déjà, c'est compliqué. Je ne vais pas pouvoir suivre la cadence, c'est impossible. Et donc là, je rappelle qu'encore une fois, notre filet de sécurité, ce sont vraiment nos 22 000 tests automatisés qui sont sans cesse mis à jour et enrichis au fur et à mesure des releases. Mais donc ces releases majeures, donc je rappelle qu'elles apparaissent 2 fois par an, ça va être l'occasion quand même pour le testeur manuel, donc pour moi, de prendre un peu plus de temps, de vraiment prendre 2 semaines pour me concentrer sur des tests de non-régression. Alors pourquoi les maintenir si on a un gros filet de sécurité ? Je les maintiens parce que tout simplement, à chaque fois, je trouve des bugs. La dernière en date, par exemple, la majeure qu'on a eue en juillet 2023, j'ai trouvé une vingtaine de bugs. Alors 20, c'est un nombre qui veut tout et rien dire, c'est pas très informatif. Mais bon, ça veut dire quand même qu'il y avait 20 bugs et qui n'avaient pas été détectés auparavant. Donc pourquoi non détectés auparavant ? Eh bien parce qu'en fait, ça correspondait à des bugs qui touchaient à des fonctionnalités qui n'avaient pas été jugées très risquées avant la release. Pourquoi ça m'a pas inquiété ? Parce qu'en fait, il n'y avait aucun de ces bugs qui était critique, et puis il n'y avait aucun de ces bugs qui avait été détecté par des clients auparavant. Donc ça nous rassure sur notre stratégie de test, mais en même temps c'est utile parce qu'avec cette session, ça permet encore une fois quand même d'améliorer un peu plus la qualité de notre produit, d'améliorer nos campagnes de non-régression, d'améliorer les tests automatisés aussi. Donc voilà pour les 5 moments forts du test chez Antidote. J'arrive à ma dernière partie. Est-ce que c'est efficace ? Alors cette stratégie, on la met en place depuis maintenant 3 ans. On n'a pas beaucoup de métriques. C'est vraiment notre objectif, c'est en ce moment d'essayer de mettre en place des KPI pour évaluer ce process, pour nous remettre en question et pour bien sûr essayer de nous améliorer. Mais j'ai quand même réussi à trouver un petit indice pour montrer qu'on n'est quand même pas complètement à côté de la plaque. Et c'est celui-là. Alors sur ce graphe, j'ai rassemblé 3 informations. Sur le diagramme en rouge, ça correspond au nombre de bugs qui ont été détectés suite à des feedbacks clients. La courbe en jaune, celle du haut, ça correspond à l'évolution du nombre de clients chez Antidote. Et la courbe bleue correspond à l'évolution du nombre de développeurs chez Antidote sur la même période. Et là, ça va de mars 2016 à septembre 2023. Donc l'idée, c'est pas de vous dire qu'il n'y a plus de bugs, il y en a toujours. Aujourd'hui, les clients, ils continuent à créer des bugs en production. Mais pour autant, on a un nombre de clients qui explose complètement. On a un nombre de développeurs qui est vraiment en constante augmentation. Et donc, on pourrait s'attendre à aussi avoir un nombre de bugs en constante augmentation parce que plus on a de clients,
C'est ce qui est écrit sur le côté. Hein. Plus on a de clients, plus on a de demandes, plus on a de besoins. Plus on a de besoins, plus on a besoin de développeurs. Plus on a de développeurs, plus on a de fonctionnalités qui vont pouvoir être développées. Donc plus de fonctionnalités, plus de stories. Plus de stories, plus de bugs, non, pas plus de bugs. Et ça, ça c'est rassurant. Et donc on se dit qu'on va plutôt dans la bonne direction. Je reviens très rapidement sur les pain points dont je vous avais parlé au début. Ces pain points, ils ne sont pas tous résolus, hein, loin de là. Qu'est-ce qu'il y avait? Je vous avais parlé de vouloir tout tester, le flux constant, la gestion du temps, comment gérer son temps quand on a 5 équipes de développeurs à suivre en même temps. Et tout ça, ça a été à peu près, un petit peu résolu quand même par la mise en place de toutes ces stratégies, de la priorisation, tout ça basé sur l'analyse des risques. La défiance initiale des développeurs, ça va de mieux en mieux. Je ne veux pas dire que c'est parfait, hein, mais ça va de mieux en mieux grâce à toute la collaboration qu'on a mis en place, la mise en place d'un certain nombre de réunions, et puis bien sûr aussi, hein, parce que j'ai détecté un certain nombre de bugs en 3 ans, et je pense que grâce à ça aussi, hein, j'ai un peu plus de légitimité. Et là où il y a peut-être 3 ans, un développeur, il m'aurait probablement ignoré, je ne sais pas si c'est le mot, mais entre guillemets, il n'aurait pas pensé à venir me voir. Aujourd'hui, on vient me chercher pour avoir mon avis, et ça fait vraiment plaisir. Que c'est extrêmement formateur et en 3 ans, j'ai énormément appris. Des pain points, il en reste. Hein. Je le disais, on n'a vraiment pas tout résolu parce que je suis bien occupée et du coup, c'est difficile de trouver du temps pour faire de la veille, pour faire des choix d'outils, faire des benchmarks, pour faire de la maintenance aussi, hein, de tests. Alors là, c'est peut-être moi, j'adore faire de l'exécution, la conception et la maintenance, c'est plus compliqué, mais il faut trouver du temps. Et ça va vraiment être notre objectif, hein, dans les années qui arrivent, dans les semaines qui arrivent, dans les mois qui arrivent, pour essayer de gagner encore plus de temps, peut-être d'agir encore plus en mode consultant plutôt qu'en mode exécutant, pour gagner du temps, pour améliorer ces 2 parties-là. Voilà, et j'en arrive à ma conclusion. L'idée de cette présentation, c'était vraiment pas d'essayer de vous convaincre qu'un seul testeur, c'est suffisant pour avoir une qualité parfaite sur votre produit dans votre entreprise. C'est absolument pas ça le message. Le message, c'est juste de vous montrer que même dans un contexte où on est dans une infériorité numérique, hein, où je suis toute seule, je suis toute seule, que même dans ce contexte-là, on va pouvoir mettre en place une stratégie, des process qui vont permettre d'aider à améliorer la qualité de notre produit. Donc, je vais juste vous rappeler 3 points principaux, hein, de cette présentation. Le premier, c'est que le test n'est pas un goulot d'étranglement chez Antidote, hein, c'est vraiment une phase intégrée dans le processus de développement où chacun va apporter son expertise pour participer à l'amélioration continue du produit et en termes vraiment de test manuel. Hein, c'est vraiment pas un goulot d'étranglement, puisque je rappelle qu'un certain nombre de stories passent en production sans avoir été testées par moi. Deuxième point important et qui se rejoint, l'effort de test il doit être mis sur ce qui compte vraiment. L'idée, c'est de vraiment concentrer les efforts sur les parties du produit qui sont critiques, sur les fonctionnalités essentielles, surtout essentielles pour le client. Donc vraiment, l'idée, c'est de tester utile. Et enfin, la collaboration. La collaboration, c'est très important et la réussite d'un projet va vraiment dépendre de la collaboration et de la communication transparente des développeurs et des testeurs entre eux. L'idée étant encore que chaque membre de l'équipe doit pouvoir apporter son expertise pour détecter, pour résoudre et pour prévenir tous les problèmes qu'on pourrait avoir le plus tôt possible. Donc juste très rapidement, j'ai voulu résumer cette présentation en 6 mots-clés. Les voilà. Collaboration, communication, priorisation, impact client, risque et qualité. J'espère vous avoir convaincu de leur importance aujourd'hui, ou du moins vous avoir donné matière à réflexion dans votre pratique du test à votre échelle. Et merci de votre attention.